Alors, il y a de très nombreuses raisons qui ne sont pas arrivées au même moment dans l'histoire. Il y a des raisons qui sont tout simplement liées, des raisons culturelles, j'ai envie de dire. Des raisons qui sont liées à la fascination pour l'Orient. Le 18e découvre à sa façon, ou redécouvre l'Orient, le 19e romantique aussi, et le Hajj, la péninsule arabique, fascine. Donc voilà, des raisons culturelles, on pourrait dire. Il va y avoir également, bien entendu, des raisons qui sont directement liées à la colonisation. Et à partir de 1830, où la France commence à faire progressivement et lentement le choix de s'installer sur le littoral algérien, se pose la question du pèlerinage, des pèlerins musulmans, comment accompagner les pèlerins, comment offrir une protection diplomatique. On va trouver également, à cette époque, des raisons économiques, puisqu'on pense que le Hajj draine de très grandes richesses, notamment à travers le continent africain. Et l'un des enjeux, dans cette période libérale aussi, serait de savoir est-ce que la France ne pourrait pas un peu avoir sa part du gâteau et pourquoi pas détourner une partie de ses richesses acheminées dans des caravanes qu'on se représente extrêmement riches et opulentes. Et puis, au cours du 19e, il y a d'autres enjeux qui vont apparaître. Il y a un enjeu sanitaire très fort, puisque comme le pèlerinage se développe à cette époque-là, avec le développement de la navigation à vapeur, se pose le problème, effectivement, dans cette province du Hedjaz, qui est mal équipée encore sur le plan sanitaire, des épidémies. Et donc là, ce n'est pas seulement la France, ce sont les différents empires européens qui cherchent à se protéger des épidémies qui peuvent éclater à l'occasion du pèlerinage. Donc des raisons sanitaires qui sont importantes. Et puis aussi, au fur et à mesure que les empires s'étoffent, des raisons qu'on pourrait qualifier de géopolitiques. Il va être difficile pour un État européen de se désintéresser du Hajj, étant donné l'importance religieuse, mais aussi politique de ce phénomène pour le monde musulman. Alors là aussi, il est difficile de trouver, j'ai envie de dire, un début officiel de cette organisation par la France du Hajj. Il y a un intérêt, c'est évident, pendant l'expédition d'Égypte avec Bonaparte, qui prête un intérêt tout particulier à la caravane du Caire, qui est une institution qui est très ancienne, et il voit tout l'intérêt politique qu'il y aurait à protéger cette caravane. Mais ça va être un échec puisque la caravane ne va jamais arriver à destination. Par contre, au moment de la conquête de l'Algérie, notamment à partir de 1840, Bugeaud, pendant la guerre qu'il oppose à Abdelkader, va concevoir l'idée, un peu une opération de propagande, d'organiser officiellement des déplacements pendant 5 ans pour un certain nombre de notables musulmans pour justement essayer de diviser un petit peu la résistance à l'occupation française. Alors c'est une opération qui s'avère coûteuse, puisque la France va offrir le pèlerinage, et donc elle va être interrompue avec, à la fin de la monarchie de Juillet. On assiste après à une période, je dirais, où le Hajj n'est pas tellement organisé, il est plus laissé à l'initiative privée et quelques compagnies de navigation. Et c'est réellement avec l'arrivée de la Troisième République, et plus particulièrement à partir de la décennie 1880, que le pèlerinage va faire l'objet d'une réglementation annuelle où on va voir les autorités, gouverneur général, tantôt interdire, tantôt autoriser le pèlerinage et agréer tel ou tel navire pour partir au Hedjaz. Donc là, tous les ans, on peut dire que à partir de cette décennie, 1880, la France organise le pèlerinage à la Mecque. Elle va l'organiser pendant les 2 guerres mondiales, pendant l'entre-deux-guerres, mais également, j'ai envie de dire aussi, après, donc pendant toute la 4e République, jusqu'aux phases des indépendances. Alors, l'enjeu est effectivement différent à cette époque-là. Au XIXe siècle, très concrètement, le Hajj est conçu, les empires s'investissent dans le Hajj pour essayer de contrôler les flux de pèlerins. Les objectifs, j'ai presque envie de dire, pour être des objectifs internes, un peu de police coloniale. Au XXe siècle, cette conception va évoluer. Pourquoi ?
parce que les différents empires européens, et notamment les nouveaux arrivés comme l'Italie, voient de plus en plus dans le Hadj un élément, je dirais, de rayonnement diplomatique. Et ça, c'est très clair, notamment à partir de la Première Guerre mondiale. Alors pourquoi la Première Guerre mondiale? Parce qu'on assiste au phénomène de la révolte arabe, qui est donc le soulèvement du shérif Hussein et de ses fils, donc le shérif de la Mecque, soutenu par les Alliés, donc par les Britanniques et par les Français, contre l'Empire ottoman allié aux Allemands. Et donc le Hadj devient en quelque sorte presque une arme de guerre, alors que le sultan ottoman avait proclamé le djihad sous les conseils des Allemands. La révolte arabe est un peu conçue comme un contre-djihad et le Hadj comme un élément de moyen de manifester la sympathie des Alliés envers le monde musulman. Et contre toute attente, alors que les Britanniques qui contrôlent le canal de Suez avaient rouvert le pèlerinage en 1916, contre toute attente, les Français, et notamment Aristide Briand, va décider d'organiser une caravane officielle de la République française auprès du shérif Hussein. Il y a des enjeux, j'ai envie de dire, franco-français. Il s'agit en quelque sorte en 1916 de manifester la gratitude de la République pour les soldats musulmans. Il y a également des enjeux diplomatiques. La France cherche également à s'établir au Proche-Orient. Donc l'idée de faire du Hadj un élément de promotion diplomatique est dans tous les esprits. Et donc, en 1916, arrive cette caravane officielle et une délégation diplomatique dirigée par Sikadour Ben Abrit, qui a pour objectif d'acquérir une hôtellerie à la Mecque pour les pèlerins pauvres. Ça, c'est la raison officielle. La raison officieuse étant de soutenir, bien entendu, le shérif Hussein et de commencer déjà à développer une politique d'influence dans la péninsule arabique pour progresser vers le nord et notamment vers la Syrie. On est à l'époque qui suit immédiatement les fameux accords Sykes-Picot. Et donc, la République va s'investir considérablement, budgétairement, militairement, dans l'organisation de ces pèlerinages de guerre. Et j'ai presque envie de dire qu'elle va conserver ce réflexe, notamment pendant l'entre-deux-guerres, où ces pèlerinages très organisés, très encadrés par la France, vont être remis au goût du jour. Et donc, les années 1930 marquent en quelque sorte un petit peu le point d'orgue de ces pèlerinages d'empire. On va voir les différentes puissances musulmanes européennes, puisque les empires se qualifient comme tels, dans une situation un peu de concurrence, d'émulation, et c'est acquis entre les Français, les Espagnols, les Italiens et les Britanniques, organisera le mieux le pèlerinage à la Mecque. La stratégie est complètement différente. Il faut réellement essayer cette fois-ci de conquérir les esprits et le cœur. Donc c'est une rivalité entre les puissances européennes, mais j'ai presque envie de dire qu'elle fait écho à ce qu'ont été dans toute l'histoire de l'islam, les rivalités entre les différents pouvoirs et les différents empires musulmans. Et là, le Hadj devient effectivement un objet, un enjeu central de cette rivalité politique et diplomatique. Alors, au-delà de l'institution Grande Mosquée de Paris, qui participe d'ailleurs un petit peu comme ces pèlerinages de guerre, hein, d'une marque de reconnaissance de la République envers les soldats musulmans, c'est la même logique. Hein, c'est une personnalité en particulier qui va jouer un rôle absolument central dans cette organisation française du Hadj, qui est Sikadour Ben Gabrit, qui est un Algérien d'origine, qui a été le chef du protocole du sultan du Maroc au moment du protectorat et qui est également à cette époque le président de la Société des Habous des lieux saints qui a été créée justement pendant la Première Guerre mondiale au moment où la France cherche à acquérir une hôtellerie à la Mecque pour les pèlerins de l'Empire. L'enjeu de cette hôtellerie est très fort parce que la Mecque jusqu'ici, c'est quand même la ville interdite aux non-musulmans, c'est souvent un lieu de fantasme. Et avec l'acquisition de cette hôtellerie, qui possède également un curateur, donc il y a le rang de vice-consul, la France est présente à l'intérieur des lieux saints. Et l'institution qui gère cette hôtellerie est présidée
par Sikadour Ben Gabrit, qui est vraiment le monsieur islam, j'ai presque envie de dire, depuis les années 1910 jusqu'aux années 1950, et qui joue un rôle central de conseiller pour les affaires musulmanes, surtout pendant la Troisième République, un petit peu moins pendant la Quatrième, mais qu'on va retrouver fréquemment, donc associé à l'organisation de tous ces pèlerinages français. C'est lui qui régulièrement est conseillé par rapport, est-ce qu'il faut faire évoluer la réglementation, c'est lui qui est présent très souvent lors des cérémonies de départ des pèlerins, que ce soit en métropole, mais aussi au Maghreb. Il va lui-même faire des missions au Proche-Orient. C'est vraiment un individu absolument indispensable. Donc le lien avec la Grande Mosquée de Paris se fait surtout, à mon avis, à travers cette personnalité phare de Kadour Ben Gabrit. Alors effectivement, les élites, ce qu'on appelle les élites musulmanes, qui est une catégorie très très vaste, parce que les élites musulmanes, on peut trouver des fonctionnaires, des instituteurs, des militaires, et puis bien entendu des religieux. Ça peut être des chefs de confrérie, ça peut être effectivement des imams, des oulémas. Les empires, et pas uniquement la France, ont courtisé les élites musulmane, et ça c'est une constante qu'on trouve à l'époque coloniale, c'est le Hajj, la possibilité d'offrir le pèlerinage à la Mecque, les frais de déplacement, constituent effectivement un élément de séduction à l'égard de ces élites qui sont des intermédiaires indispensables auprès des sociétés, notamment des sociétés rurales. Dans un premier temps, il y a pu avoir une certaine méfiance. Je pense par exemple aux confréries, mais très rapidement, alors que ce soit en Afrique subsaharienne ou que ce soit au Maghreb, on va voir que les autorités coloniales vont plutôt voir d'un bon œil le fait que les responsables de confréries puissent venir en pèlerinage et fassent venir effectivement avec eux leur clientèle. Après, alors, élite musulmane, je suppose aussi, bien entendu, des populations qui connaissent également l'idéologie des États européens, et ça va à l'occasion les retourner contre ces mêmes empires. On peut prendre l'exemple, par exemple, en Algérie, de l'association des oulémas musulmans d'Algérie, qui a très bien compris les contradictions dans lesquelles s'était enferrée la France républicaine avec cette organisation du Hajj. Parce que d'un côté, on dit l'Algérie, c'est des départements français, donc la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État devrait s'appliquer. Et en théorie, qu'est-ce qui se passe? La France n'est jamais intervenue autant que depuis 1905 dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Donc un mouvement comme les oulémas, qui sont constitués de lettrés, très souvent originaires d'ailleurs de l'Est algérien, va prendre le pouvoir colonial ses propres contradictions. Si effectivement la loi de 1905 est censée s'appliquer en Algérie, qu'elle s'applique, et dans ces cas-là, laisser le pèlerinage libre. Ces élites musulmanes au sens large aussi, on en retrouve bien entendu dans les territoires sous mandat, que ce soit en Syrie ou que ce soit au Liban. Dans les mandats, la France va également essayer de séduire les élites musulmanes, mais on s'aperçoit qu'également un certain nombre d'intellectuels musulmans, je pense plus particulièrement à Shakib Arslan, qui est un Druze, qui est un Libanais de la minorité druze, et qui va devenir l'un des grands acteurs à cette époque, dans les années 1930, de ce qu'on a appelé le panarabisme. Donc l'enjeu pour lui aussi, comme l'enjeu pour les oulémas en Algérie, c'est d'essayer par le Hajj de reconquérir en quelque sorte une identité musulmane, de décoloniser le Hajj. Donc vous voyez que ce soutien aux élites, donc en matière de pèlerinage à la Mecque comme dans d'autres politiques, est aussi une arme qui a pu se retourner contre les empires. Donc la décennie 1930 marque en quelque sorte l'apogée de ces pèlerinages d'empire, l'apogée de cette ingérence de l'Europe dans l'organisation du Hajj. La Deuxième Guerre mondiale est marquée par l'absence
des empires, alors que la Première Guerre mondiale avait entretenu la fiction de la continuité. On s'aperçoit pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'en 1942, les Britanniques sont absents. L'Inde ne participe pas au Hajj. En 1942-43, il n'y a pas non plus de pèlerinage organisé au départ de l'Afrique du Nord. Donc il y a en quelque sorte un vide. Ce vide va profiter à l'Égypte. Dès cette époque, l'Égypte, le Caire va être le siège de la Ligue arabe à partir de 1944-1945. Et donc, il y a une forme de reconquête nationale très claire à partir de ces années-là. Les Égyptiens viennent très nombreux au Hajj. Et puis après, les après-guerres. Les après-guerres, l'Inde, qui est quand même le cœur d'empire des Britanniques, cède l'Inde et le Pakistan à l'indépendance en 1947. L'Indonésie en 1949, que reste-t-il? La France. Et là, assez curieusement, alors que la France souhaite promouvoir une nouvelle idéologie impériale, une nouvelle organisation qu'on appelle l'Union française, la France va continuer, va presque s'acharner à organiser, j'ai envie de dire, jusqu'aux accords d'Évian, jusqu'à la décolonisation de l'Algérie, année après année, un pèlerinage officiel. Même ces années 1946 jusqu'aux années 1950, on organise de nouvelles routes du Hajj. Par exemple, les pèlerins de l'océan Indien peuvent se déplacer sous forme de convois organisés destination de l'Arabie saoudite. On organise même pour la première fois, après la Deuxième Guerre mondiale, des caravanes terrestres. C'est-à-dire que pour les pèlerins des fédérations de l'Afrique occidentale et équatoriale française, on organise en quelque sorte presque des caravanes Citroën à travers l'Afrique pour se rendre en pèlerinage. Donc d'une certaine façon, le Hajj devient un petit peu le symbole de cet empire auquel la France s'accroche comme étant des emblèmes de sa puissance. C'est comme si le Hajj était un peu le symbole de cette fiction de l'empire. Et donc chaque année, la France organise le Hajj, y compris, et j'ai envie de dire surtout, après le déclenchement de la guerre d'Algérie. Elle y voit un moyen de contrôle. En 1956, c'est la guerre de Suez, et donc la rupture des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et la France. Que se passe-t-il? La France continue toujours à organiser en pleine guerre d'Algérie un pèlerinage officiel. Il y a des pèlerinages plus ou moins libres à côté, mais la France maintient le principe d'un convoi officiel très encadré par l'administration coloniale. Donc vous voyez, il y a une sorte d'habitus, en quelque sorte, qui va se poursuivre jusqu'aux dernières années de la guerre d'Algérie. Donc la France ne sera pas revenue en arrière, elle aura au contraire essayé d'intensifier son effort en essayant effectivement de s'accrocher à ce qui est pour elle un des éléments et un des attributs de sa puissance. Je pense que c'est très important aujourd'hui de traiter le Hajj pour ce qu'il est, c'est-à-dire un phénomène religieux, mais plus largement aussi un phénomène culturel et un phénomène qui n'est pas du tout comme parfois on peut le traiter, ça me frappe dans les médias, un phénomène un peu exotique. Il y a parfois un traitement un petit peu orientaliste du Hajj qui m'agace, alors que précisément, je l'ai montré, il y a une très longue familiarité de la France avec le Hajj. À l'époque que j'ai étudié, le Hajj est un phénomène ultramarin. Aujourd'hui, le Hajj est un phénomène véritablement métropolitain. Aujourd'hui, c'est entre 20 000 et 30 000 de nos compatriotes qui font leur pèlerinage tous les ans, d'âge, de milieux, d'origines différentes. Et je pense que c'est important de montrer qu'en soi, ce n'est pas un phénomène comme on peut le traiter exogène, mais qui a réellement une mémoire, une familiarité très forte de la France avec ce phénomène. Et là, je pense que seule l'histoire peut montrer ce lien très fort qui conviendrait sans doute effectivement de mieux valoriser pour prouver que le Hajj, au même titre, je ne sais pas, que le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle ou le pèlerinage à Rome, est aussi un phénomène français.